Nous sommes honorés et très contents de recevoir M. Olivier Grandmaison, qui vient cette fois pour deux ouvrages en fait. Le premier, Ennemi mortel, représentation de l'islam et politique musulmane en France à l'époque coloniale, celui pour lequel nous devions le recevoir au mois de mars, dans le cadre des Journées d'Averroès. Bon, pour les raisons que tout le monde connaît, ça avait été reporté. Ce qui lui a laissé le temps d'en remettre un deuxième, qui est un ouvrage collectif dirigé avec M. Omar Slaouti, que nous avons ici, Racisme de France. Alors tout d'abord en ce qui concerne Ennemi mortel, représentation de l'islam et politique musulmane au pluriel à l'époque, en France à l'époque coloniale, je vais y arriver. Je précise d'emblée pour qu'il n'y ait pas d'équivoque, il ne s'agit pas à proprement parler, même pas du tout d'ailleurs, d'un ouvrage sur l'islam. Je ne suis pas un spécialiste de l'islam, je n'ai pas la prétention d'être un spécialiste de l'islam, c'est un livre qui porte bien plutôt sur les représentations de l'islam telles qu'elles ont été élaborées à la fin du 19e et au début du 20e siècle, et sur les conséquences de l'élaboration de ces représentations jusqu'à la guerre d'Algérie. Et dans l'ouvrage, j'ai fait évidemment des incursions, si je puis dire, dans l'époque la plus contemporaine, puisqu'on verra que sur un certain nombre de points, il y a des permanences assez remarquables, thématiques, relatives aux caractéristiques imputées d'une part à l'islam et évidemment par voie de conséquence aux musulmans. Je vais d'abord commencer par une remarque parce que très singulièrement d'ailleurs, comparativement à d'autres pays, la France, qui est un bien grand mot et d'une remarquable imprécision, en tout cas un certain nombre de ses dirigeants, pour ne pas dire l'essentiel de ses dirigeants, de responsables politiques, de droite comme de gauche, un certain nombre, et sans doute un nombre en partie croissant d'universitaires, pour ne rien dire des battleurs médiatiques, se refusent encore aujourd'hui à utiliser la catégorie d'islamophobie. Je rappelle quand même que cette catégorie, ce terme, est employé depuis relativement longtemps par l'Organisation des Nations Unies, que cette catégorie a été intégrée en France par la Commission nationale consultative des droits de l'homme, la CNCDH, pas simplement pour intégrer une catégorie, un concept, mais évidemment pour, fort de cette catégorie et de ce concept, être à même de mener des enquêtes de façon à déterminer si effectivement il y a dans cette douce République des discriminations qui reposent sur des discriminations religieuses qui peuvent être de ce point de vue-là caractérisées d'islamophobes. Enfin, le défenseur des droits, Jacques Toubon, au moment de la nomination de laquelle j'avais, comme j'imagine beaucoup d'entre vous, réagi en considérant qu'il s'agissait d'un cadeau inacceptable fait à une personnalité de droite, a intégré lui aussi la catégorie d'islamophobie à des fins d'enquête. Et j'y reviendrai plus tard, à même intégrer toute une série de catégories et de concepts qui sont depuis longtemps utilisés à l'étranger, soit dans le champ universitaire, dans le champ militant et politique également. Contrairement donc à ce que nous serine, et ce qui est au fond devenu une sorte de vérité médiatique, entre autres Caroline Fourest, qui prétend que le terme islamophobie a été forgé par les mollahs iraniens au cours, pendant et après le renversement du Shah et le retour de l'imam Khomeini à Téhéran, c'est très facile de démontrer que le terme est bien antérieur.
Mais ne demandons pas à Caroline Fourest de respecter les règles élémentaires de la déontologie et de la recherche, puisque visiblement elle s'en affranchit allègrement. Plus singulier le fait que, parce que lui, a priori, devrait les respecter, ces règles élémentaires de la recherche. Je pense à Gilles Kepel, professeur des universités dans une institution particulièrement prestigieuse, puisqu'entre autres c'était l'Institut d'études politiques de Paris, qui soutient, lui, à l'inverse, enfin pas à l'inverse, en complément si j'ose dire, que le terme islamophobie a été forgé par les frères musulmans en Égypte. Là aussi, là encore, une très rapide recherche sur Internet avec des moyens relativement limités permet d'accéder à des textes numérisés de la Bibliothèque nationale de France et de découvrir que le terme islamophobie est d'usage courant parmi les spécialistes de l'islam dès les premières années du XXe siècle. Je pense en particulier à un homme qui est à l'époque très connu, qui est connu pour être un grand colonial, pour reprendre cette expression, et évidemment, dans le contexte de l'époque, l'expression grand colonial est évidemment une expression laudative, absolument pas critique. Et effectivement, Maurice Delafosse est un grand colonial. Il a été gouverneur général de l'Afrique occidentale française, cet immense territoire, sans doute l'un des plus importants en Afrique de l'Ouest. Il est à l'origine, avec un autre, de la création de l'Académie des sciences coloniales. Et par ailleurs, il est professeur à l'École des langues orientales. Et dans un article très important publié en 1910, Delafosse caractérise la politique musulmane conduite par la France, notamment en Afrique occidentale française, de politique islamophobe. Considérant en effet que cette politique, qui vise spécifiquement les musulmans, risque de dresser les populations musulmanes contre la puissance coloniale française, et loin de résoudre les problèmes, pour employer cette expression forgée par les militaires de la pacification, risque au contraire d'être à l'origine d'un certain nombre de troubles. Autrement dit, Delafosse s'oppose à certaines orientations coloniales, non pas parce qu'il serait si peu que ce soit anticolonialiste, mais bien au contraire parce qu'il estime qu'en poursuivant dans cette voie politique de l'islamophobie, la métropole et les autorités coloniales font fausse route et qu'elles risquent de contribuer à faire des musulmans des ennemis mortels, par cela même qu'ils sont effectivement persécutés. Alors je précise que le ennemi mortel dans le titre de l'ouvrage est entre guillemets parce que c'est pour partie une citation. Maurice Delafosse n'est pas le seul à utiliser les termes d'islamophobie. Un grand peintre orientaliste français converti à l'islam, Étienne Dinet, écrit dans les années 1920-1925 un ouvrage dans lequel il s'essaie une sorte de typologie des islamophobies de son temps. Et il distingue ce qu'il appelle au fond une islamophobie savante, j'y reviendrai, élaborée, on le verra, dans les lieux les plus prestigieux des institutions académiques et universitaires françaises. Donc islamophobie savante, assurément, et élitaire. Et Dinet distingue une islamophobie beaucoup plus ancienne, celle des missionnaires, qui ont joué, on le sait, un rôle extrêmement important, eux aussi, dans la pacification et ce qu'il était convenu d'appeler la civilisation. Ces quelques rappels permettent donc de falsifier les thèses selon lesquelles aujourd'hui islamophobie serait une sorte de néologisme forgé pour interdire toute critique de l'islam. Et par ailleurs, déjà à l'époque, parce que les polémiques et les débats sont très vifs sur ce point notamment,
ceux qui utilisent la catégorie d'islamophobie et de politique islamophobe se voient rétorquer déjà le fait qu'ils seraient islamophiles, qu'ils seraient arabophiles. Alors l'expression islamo-gauchiste n'existe pas, mais au fond, si l'expression n'existe pas, la chose existe déjà en partie. Et plus encore, après la victoire de la Révolution russe, un congrès des peuples d'Orient qui se tient dans les années 1920 et au cours duquel un très grand leader du parti bolchevique, Alexandre Zinoviev, s'adressant à un public qui est à la fois un public de communistes, de bolcheviques, et sans doute aussi un public aussi singulier que cela puisse paraître éventuellement aujourd'hui de communistes musulmans, estime que, eu égard au contexte international, aux exigences de la lutte anti-impérialiste, à l'une des conditions de création de la Troisième Internationale, qu'il faut mener une lutte donc contre les grandes citadelles impérialistes et pour l'indépendance des colonies. Et il reprend à son compte ce terme qu'il utilise en reprenant le terme arabe et il appelle au djihad. Sur les origines de l'islamophobie savante et élitaire, telle que critiquée entre autres par Dinet, une figure absolument essentielle dans cette histoire, qui est la figure d'un homme qui a joué un rôle extrêmement important dans les premières années de la Troisième République, qui jouit d'une triple légitimité. Cet homme, c'est Ernest Renan, qui jouit d'une triple légitimité parce qu'il est élu et membre du Collège de France, c'est-à-dire l'institution académique la plus prestigieuse de l'Hexagone. Il est perçu déjà en son temps comme un très grand écrivain puisqu'il est membre de l'Académie française. Et enfin, il est pensé comme l'un des pères fondateurs intellectuels de la Troisième République, notamment parce qu'il a rédigé 2 textes. L'un est encore aujourd'hui une référence pour un certain nombre de républicains. Ce texte, c'est bien sûr « Qu'est-ce qu'une nation ?», avec ce passage célèbre, c'est le plébiscite de tous les jours. Phrase aussi célèbre que, en partie un peu absconse, mais passons. Et par ailleurs, il est aussi l'auteur d'un texte très important, moins connu, qui s'appelle la réforme, qui porte sur la réforme intellectuelle. C'est dans ce texte que Ernest Renan élabore, pas la première évidemment, mais l'une des premières formulations à ce point explicites tendant à légitimer la construction impériale sous la Troisième République, entre autres pour ces raisons qu'on oublie trop souvent que les fondateurs de la Troisième République ne sont pas simplement obsédés et catastrophés par la défaite des armées françaises devant les armées prussiennes et par l'amputation du territoire national des 2 régions que vous savez, ils sont aussi les contemporains d'un événement cataclysmique, extrêmement épouré, extrêmement inquiétant, qui est évidemment la Commune de Paris. Et Ernest Renan estime que, je le cite de mémoire en respectant à la fois la lettre et l'esprit de la citation, Ernest Renan écrit ceci dans ce texte: « Une nation qui ne colonise pas est vouée au socialisme ». Et comme plusieurs autres, il n'est pas le seul en ce domaine, Ernest Renan estime donc que la coloniale, pour le dire en ces termes, c'est-à-dire la construction impériale, la construction coloniale, sera un moyen absolument essentiel pour les républicains de contribuer en partie à la résolution de la question sociale, de la sociale. En précisant que dans le vocabulaire politique de l'époque, la sociale avec un S majuscule ne désigne pas quelques mouvements sociaux, mais désigne la révolution avec un R majuscule. Ce spectre qui, pour les fondateurs de la Troisième République, n'est pas un spectre évanescent et lointain, mais un spectre particulièrement présent,
ce pourquoi ses fondateurs, comme les premiers dirigeants de la Troisième République, vont s'acharner, si j'ose dire, à essayer de faire en sorte que ce spectre devienne effectivement évanescent par, entre autres, ce qu'on pourrait appeler au fond la domestication des classes pauvres et dangereuses. Et donc, Ernest Renan va être progressivement, effectivement, entendu. Je disais, il n'est pas le seul parce que celui qui est devenu une icône républicaine, grand écrivain assurément, mais qui républicain ne l'a pas toujours été, mais après tout, il vaut mieux évoluer dans ce sens-là que dans l'autre. Victor Hugo est lui aussi dans un discours célèbre, nous sommes dans les années 1888-89, grand banquet républicain pour commémorer la célébrissime, mais en partie oublieuse, mais passons, seconde abolition de l'esclavage de 1848 en présence de Victor Schœlcher, et Victor Hugo prononce un discours d'une verve hugolienne absolue, relative à la conquête, non pas seulement de l'Algérie, c'est déjà fait, donc il faut passer à autre chose, mais à la conquête de l'Afrique. Et il dit, envoyons nos prolétaires là-bas et changeons, afin, et poursuit-il, de faire en sorte que ces prolétaires deviennent des propriétaires, et en devenant des propriétaires, changent de statut social, et en devenant des propriétaires, deviennent particulièrement attachés et à la colonie, qui leur aura permis de devenir des propriétaires, et à la République, qui leur a permis de changer de conditions. Ernest Renan est donc, et doit être effectivement considéré comme l'un des très grands théoriciens de l'impérialisme français, et Ernest Renan doit être aussi considéré comme l'un des très grands théoriciens de l'islamophobie savante telle qu'elle surgit donc à la fin du 19e et au début du 20e siècle. Pour aller à l'essentiel, les thèses de Renan en ce qui concerne l'islam portent sur ces quelques éléments. D'une part, il estime que l'islam, troisième religion monothéiste à avoir été créée, ne présente globalement au fond assez peu d'originalité, et enfin, en plus, pardon, qu'elle est à l'évidence inférieure du point de vue de son élaboration religieuse, à la fois du point de vue cultuel et civilisationnel, à la religion et à la civilisation chrétienne. Inférieur, entre autres, estime-t-il, parce que Renan, comme beaucoup de ses successeurs, juge que l'islam est une religion qui ne connaît pas une élaboration théologique, politico-théologique ou philo-théologique aussi élaborée que le christianisme, que la religion musulmane se caractérise par sa simplicité, écrivent-ils, à quoi Ernest Renan ajoute que non seulement d'être inférieure, la religion musulmane est également dangereuse. Dangereuse parce qu'elle est pensée par Renan comme cette religion et cette civilisation qui font obstacle, et un obstacle extrêmement important pour ne pas dire radical, à l'expansion de la seule civilisation qui vaille, à savoir la civilisation européenne et française en particulier. Obstacle à la civilisation parce que il y a des pages et des passages de Renan très clairs sur ce point. L'islam est réputé enfermé, et je reprends là son expression, ces sectateurs dans une sorte de cercle de fer qui les empêche désormais de progresser du point de vue de la connaissance, du point de vue de l'usage de la raison et du point de vue du progrès des sciences et des techniques. Ces thèses de Renan, rapidement élaborées, vont avoir des conséquences extrêmement importantes parce qu'elles vont affecter toute une série de sciences humaines, l'histoire, en partie la géographie,
le droit colonial, puisqu'un certain nombre de dispositions du Code de l'indigénat algérien, dont la première version date du 19 février 1875, reposent, alors non pas forcément complètement directement sur les thèses rhénaniennes, mais repose sur une perception effectivement du musulman comme étant la cause de troubles portés à l'ordre public et évidemment à l'ordre public colonial particulièrement importants. C'est pourquoi un certain nombre d'articles sont élaborés pour tenter de, sinon de mettre un terme à ces troubles, au moins de les réprimer. Cette islamophobie savante et élitaire va aussi affecter ce qui, en Algérie, a eu des conséquences également très importantes, non pas simplement du point de vue des sciences humaines, mais du point de vue des pratiques, à savoir ce qui va s'appeler assez rapidement la psychologie ethnique, qui, en Algérie coloniale, va être dirigée par un homme qui a joué un rôle très important, d'autant plus important qu'il occupe, si je puis dire, deux champs connexes très significatifs. D'une part, le champ de la recherche dans le cadre de la psychologie ethnique, le champ académique, et aussi le champ de l'expertise, parce que Porot est également un expert auprès des tribunaux. J'ai oublié singulièrement que parmi les thèses développées par Renan, parmi les thèses développées par ses épigones, parmi les thèses développées entre autres par Porot, il y a déjà évidemment celle du fanatisme. Le fanatisme étant réputé être une caractéristique essentielle de l'islam et par voie de conséquence évidemment aussi être une caractéristique évidemment absolument fondamentale des musulmans, permettant d'en déduire un certain nombre de conséquences et permettant au fond de faire entendre ceci déjà, que l'islam et les musulmans font peser des menaces existentielles sur l'ordre colonial d'une part et sur l'ordre métropolitain d'autre part, lorsque ces musulmans sont présents en masse sur le territoire métropolitain, notamment pendant l'entre-deux-guerres, pour des raisons qui sont évidemment liées d'une part au gouffre démographique consécutif à la Première Guerre mondiale, pas seulement à la Première Guerre mondiale, mais consécutif à ce qui on l'oublie là aussi trop souvent, fait en France près de 300 ou 400 000 morts. Cette première pandémie du XXe siècle, à savoir la grippe espagnole, et qui a évidemment fait des ravages, et plus spécifiquement évidemment des ravages parmi les populations masculines, pour des raisons évidentes, et parmi les soldats blessés au front, et parmi des populations nationales particulièrement affectées par les conséquences de la guerre. À quoi s'ajoutent évidemment les nécessités de la reconstruction, qui fait que pendant l'entre-deux-guerres, arrive effectivement en métropole un nombre très important de travailleurs nord-africains. Dangerosité donc liée au fanatisme réputé essentiel de l'islam, et une dangerosité qui là pour moi est une vraie découverte, parce qu'elle prend complètement à revers les représentations les plus communes et immédiatement contemporaines de l'islam, perçue comme une religion particulièrement rigoriste à l'endroit de la sexualité. Or, fin 19e et pendant toute la période de l'entre-deux-guerres, et même y compris après-guerre, on découvre la thèse exactement inverse. Et ce qui est reproché à l'islam, ce n'est pas d'être par trop rigoriste à l'endroit de la sexualité, c'est exactement l'inverse, c'est au contraire de favoriser une hypersexualité. Les exemples, enfin les éléments réputés probants de cette imputation étant pris d'une part dans le personnage ou la personnalité même du prophète, et pouvant s'appuyer dans certains cas sur un certain nombre de passages du Coran, en tout cas tels qu'ils sont interprétés par ses contemporains. Hypersexualité favorisée d'autre part par l'institution de la polygamie,
qui n'a pas seulement pour effet, pensent les contemporains, de favoriser une hypersexualité, ce qui est déjà en soi un problème, j'y reviendrai, pas simplement un problème moral, mais on y reviendra, un problème sanitaire, mais la polygamie est en plus de cela, se voit imputer le fait de favoriser ce qui est à l'époque, d'une part, sur le plan moral, une abjection très importante et une pratique pénalement sanctionnée. Puisque la polygamie est en effet supposée favoriser et l'homosexualité masculine et l'homosexualité féminine. L'homosexualité masculine parce que certains hommes, pauvres en particulier, ne pouvant accéder à des femmes en raison de la polygamie, sont conduits à satisfaire des désirs que je ne saurais nommer avec leur père PIRS. Et homosexualité féminine parce qu'il y a toute une série de textes où dans cet univers à la sexualité débridée du harem, les femmes ne pouvant évidemment être honorées simultanément par leur époux sont amenées et conduites à se livrer elles aussi à des pratiques sexuelles moralement condamnables. L'une des conséquences de cette imputation étant une imputation qui a joué un rôle également très important et en Algérie et en France métropolitaine, j'y reviendrai, qui est liée à cette hypersexualité, la thèse selon laquelle cette hypersexualité est à l'origine d'un mal qui porte le nom de civilisation, dans la mesure où les musulmans, hommes en particulier, en raison de leur hypersexualité, sont réputés donc être la cause, ou l'une des causes extrêmement importantes de la diffusion des maladies vénériennes. Et pour preuve d'ailleurs, un médecin publie en 1923 une étude très circonstanciée qui porte le doux titre de Syphilis arabe, ouvrage dans lequel il démontre, alors en général, effectivement, quand je cite l'ouvrage, un certain nombre d'auditeurs rient ou sourient. Le problème, c'est qu'à l'époque, l'ouvrage n'est pas du tout perçu comme ironique. Et il n'est pas du tout perçu par son auteur comme ironique, il n'est pas du tout lu comme étant ironique, il est au contraire pensé comme un ouvrage qui témoigne des avancées, des connaissances de la médecine, notamment en matière de transmission des maladies vénériennes, de leurs caractéristiques. Et l'auteur de cet ouvrage, La syphilis arabe, arrive à la conclusion que cette syphilis arabe est infiniment plus dangereuse que la syphilis bien de chez nous, hexagonale et gauloise, parce qu'elle n'a pas seulement des conséquences sur les adultes, mais qu'elle affecte également les enfants et qu'elle est une source de décrépitude pour les populations concernées. Cela va avoir des conséquences très concrètes sur un certain nombre de dispositions qui vont être prises pendant l'entre-deux-guerres à l'endroit des Nord-Africains qui souhaitent arriver en métropole, puisque passé un court moment où ils jouissent de la libre circulation entre les colonies et la métropole, un certain nombre de dispositions restrictives vont être adoptées. Notamment d'ailleurs après un fait divers qui s'est très rapidement transformé en un fait politique majeur et qui a débouché sur le rétablissement donc, de dispositions restrictives. Ce fait divers, c'est l'assassinat dans le 15e arrondissement de Paris par un ouvrier nord-africain de sa compagne française qui entend et cherche à les conduire. Et comme on lit à l'époque, indigène nord-africain est pris d'une bouffée meurtrière, il l'égorge, et après l'avoir égorgé, se précipite dans la rue et tue au couteau une ou deux ou trois passants choisis complètement au hasard. Ça commence comme un fait divers, ça se finit comme un fait politique majeur parce qu'un certain nombre d'organisations, la presse va s'emparer de ce fait divers pour faire entendre déjà cette musique qui n'a rien de particulièrement doux. On vous l'avait bien dit. La preuve qu'effectivement que les Nord-Africains et les musulmans en particulier sont dangereux,
La preuve, elle est là. Jusqu'à présent, vous n'aviez pris strictement aucune mesure pour limiter leur arrivée sur le territoire métropolitain. Maintenant, il faut effectivement en prendre pour protéger les populations françaises en général, pour protéger les femmes en particulier, et évidemment aussi pour protéger plus généralement la population de ce fléau sanitaire dont les Nord-Africains et les musulmans en particulier sont supposés être la cause. Et effectivement, quelques mois plus tard, le ministre de l'Intérieur, à la suite d'une campagne particulièrement violente, va rétablir à l'endroit des Nord-Africains des dispositions particulièrement restrictives, puisqu'ils doivent, pour venir en France, produire un certificat de travail attestant qu'ils ont effectivement un travail en métropole. Ils doivent fournir un pécule nécessaire à leur rapatriement dans leur colonie d'origine. Je rappelle que ces dispositions existent toujours dans le Code sur l'entrée et le séjour du droit des étrangers et du droit d'asile, parce qu'effectivement, pour les ressortissants d'États non membres, pour les ressortissants d'États qui n'appartiennent pas à l'Union européenne, il est parfois exigé, en plus de la détention d'un visa, une somme d'argent nécessaire à leur rapatriement dans leur pays d'origine. Enfin, et c'est lié à ce qui a été dit antérieurement, ces dispositions restrictives imposent la production d'un certificat médical attestant que l'ouvrier nord-africain n'est pas porteur d'un certain nombre de maladies transmissibles, la tuberculose et évidemment les maladies vénériennes. Un certain nombre de ces analyses vont perdurer bien au-delà de 1945, bien au-delà du changement de statut, puisque après 1945, ce qu'on appelait antérieurement les indigènes ne sont plus des indigènes, mais sont désormais identifiés sous le vocable. D'ailleurs, c'est tout à fait singulier, puisque ce vocable est en partie forgé dès les premiers moments de la 4e République, cette 4e République qui vient de rappeler les principes fondamentaux républicains et le principe de laïcité et de non-discrimination dans le préambule de la Constitution de 1946. Donc ceux qui ne sont plus caractérisés comme des indigènes, mais qui sont pensés comme des citoyens de l'Union française, notamment en Algérie, mais pas, en Algérie en particulier, sont désormais désignés de l'expression utilisée par les responsables politiques dans la littérature grise, l'administration, de Français musulmans d'Algérie. Ces Français musulmans d'Algérie sont toujours, après 1945, pensés comme la source de maux divers, moins pour des raisons au fond ethno-raciales que désormais pour des raisons fondamentalement religieuses. Alfred Sauvy, professeur au Collège de France, l'un des pères fondateurs de la démographie française, directeur de la revue Population, qui dépend de l'INED, et Robert Debré, père fondateur de la pédiatrie française moderne, à qui d'ailleurs les républiques reconnaissantes sont à ce point reconnaissantes qu'un certain nombre d'hôpitaux de France aujourd'hui s'appellent effectivement Robert Debré, publie dans les années entre 1945 et 1950, plutôt 1950, un ouvrage qui s'appelle, je cite, « Des Français pour la France », publié dans une maison d'édition particulièrement prestigieuse, parce que c'est la maison d'édition Gallimard, qui, comme aurait dit Bourdieu, cumule les capitaux symboliques, intellectuels, éditoriaux et prestigieux les plus importants. Et dans cet ouvrage, Alfred Sauvy et Robert Debré s'inquiètent justement de la liberté de circulation accordée aux Nord-Africains. Et le motif de leur inquiétude, c'est moins des considérations donc ethno-raciales que des considérations religieuses, parce qu'ils estiment que l'islam fait obstacle et constitue un obstacle qu'ils estiment au fond pratiquement infranchissable à l'intégration et l'assimilation de ces Français musulmans. Et je cite là de mémoire, en respectant moins la lettre que l'esprit, et ils écrivent ceci:
derrière les apparences d'occidentalisation observables par le vêtement, par un certain nombre d'habitudes prises en métropole, éventuellement la consommation d'alcool, etc., reste un élément fondamental qui, selon eux, donc, résiste. Et cet élément fondamental qui résiste, c'est donc l'islam. Ce type de représentation va être, au fond, réactivé par le début de la guerre d'Algérie, puisqu'au fond, du moins telles qu'elles sont interprétées, ces méthodes, le terrorisme du FLN, la pratique supposée ou imputée de l'égorgement, la pratique réelle, là, d'un certain nombre d'attentats commis par le FLN à Alger, sont interprétés par un certain nombre de contemporains comme la preuve, en actes et empiriquement désormais parfaitement constatable, qu'effectivement, l'islam est une religion de guerre et que l'islam est une religion qui favorise le fanatisme. La preuve, les actes, le modus operandi des militants du FLN. Ce qui permet pour en arriver à l'actualité, au fond, de considérer que ceux qui, aujourd'hui, pérorent dans un certain nombre de médias, ne sont au fond que les piteux ventriloques d'un discours islamophobe très ancien, qu'ils ne font au fond que réhabiliter en étayant ce discours islamophobe ancien de quelques exemples puisés, soit dans l'actualité nationale, soit dans l'actualité internationale. Juste une remarque, incidente mais pas complètement, il est tout à fait singulier que, pour reprendre des exemples puisés dans l'actualité la plus immédiate, quand il s'agit d'exposer l'évolution de l'épidémie au niveau mondial et de la pandémie au niveau mondial et de l'épidémie au niveau national du Covid-19, il paraît parfaitement légitime de n'inviter que des médecins, des épidémiologues et des spécialistes de ce type de mots. Autrement dit, la légitimité de ceux qui peuvent prendre la parole est directement indexée sur leur profession, médecin, entre autres, et leur expérience, ce qui est en l'occurrence parfaitement légitime. Et seuls, au fond, n'ont véritablement légitimement droit à la parole que pour autant qu'ils peuvent exhiber les titres qui leur permettent d'affirmer qu'ils sont des spécialistes d'eux. Comme disait un intervenant lors d'un colloque auquel j'ai participé, en ce qui concerne l'islam, c'est open bar. Le premier venu, puisé ou tiré au hasard, qui ne connaît strictement rien au Coran, qui n'a jamais pris la peine de le lire, qui n'a jamais étudié si peu que ce soit l'histoire de l'islam, est évidemment convoqué pour peu qu'il puisse exhiber quelques titres prétendument philosophiques et ou académiques. Et pérorer sur les ondes en racontant à peu près tout et n'importe quoi, sans que personne, aucun journaliste et éventuellement aucun spécialiste en face ne puisse effectivement dire que le discours qui vient d'être tenu est un discours qui repose entièrement sur des préjugés et des opinions. Le chemin qui mène de Ennemi mortel à Racisme de France n'est pas complètement direct, mais il n'est pas non plus complètement sinueux. Ce qui nous a incité, Omar Slaouti et moi-même, à vouloir publier cet ouvrage, c'est au fond un double constat. D'une part,
le constat d'une involution politique très significative depuis 2005, et en particulier les émeutes de novembre 2005, du point de vue des politiques publiques mises en œuvre à l'endroit des populations des quartiers populaires, des héritiers de l'immigration coloniale et post-coloniale, toujours plus désignés comme ceux qui sont la source réitérée de troubles particulièrement graves à l'ordre public, à la sécurité des biens et des personnes, à quoi s'ajoutent évidemment les terribles attentats de novembre 2015 et la conversion d'un parti de gouvernement, et du chef de l'État en l'occurrence, à des dispositions conçues, inspirées, élaborées d'abord et avant tout par l'extrême droite, à savoir la déchéance de la nationalité. Par le retour d'une islamophobie élitaire, assurément, et on l'oublie aussi trop souvent, la réactivation d'une romanophobie élitaire, et là aussi très ancienne, qui, de mon point de vue, et du point de vue aussi de l'auteur qui a rédigé l'article qui porte sur la romanophobie et l'antiziganisme, rappelez que là aussi, cette romanophobie contemporaine a des racines et des origines très anciennes, puisque les Ziganes se sont vus imposer dès 1912 un carnet anthropométrique, que ce carnet a été rendu obligatoire par le régime de Vichy, que ce carnet a été maintenu à la Libération et qu'il n'a été aboli en France qu'en 2015, après qu'une décision du Conseil constitutionnel ait estimé que ce carnet portait atteinte de façon très substantielle à une liberté fondamentale qui est la liberté de déplacement. Autrement dit, on a là un exemple qui permet de conclure ceci, que contrairement à un discours national républicain mythologique, ce n'est pas parce que la République est établie, ce n'est pas parce qu'elle persévère, si je puis dire, dans son être, que les discriminations disparaissent. Ce que montre, entre autres, cette disposition, c'est que ces républiques, ont été parfaitement compatibles avec des mesures racistes et discriminatoires et l'existence d'un racisme d'État. C'est pourquoi, effectivement, il y a là aussi une contribution qui porte sur ce racisme d'État, pas celui-là seulement, mais entre autres celui-là, sur le racisme dit systémique, sur le racisme institutionnel, c'est-à-dire le racisme qui peut exister au sein de certaines institutions alors même que les agents de ces institutions ne sont pas individuellement racistes, mais pris dans les logiques de ces institutions, contribuent à effectivement discriminer un certain nombre de populations qui les fréquentent, notamment l'institution scolaire, où les études montrent qu'effectivement, les jeunes des quartiers populaires, les jeunes racisés des quartiers populaires, et plus spécifiquement les jeunes hommes racisés des quartiers populaires, font l'objet de procédures de sélection dont l'une des conséquences est de les orienter beaucoup plus tôt que les autres vers une voie professionnelle. Alors, soit de sortie de l'institution scolaire à 16 ans, soit s'ils se prolongent leur parcours dans l'institution scolaire au-delà de 16 ans, un parcours, encore une fois, scolaire marqué par une professionnalisation précoce qui va avoir des conséquences extrêmement importantes sur le niveau de diplôme acquis, mais évidemment aussi sur la suite de leur parcours professionnel. Involution politique, assurément, j'imagine qu'il n'est pas nécessaire là de revenir et de donner des exemples sur l'islamophobie à la fois élitaire et médiatique, et pas simplement sur l'islamophobie élitaire et médiatique, mais sur le fait que, et c'est je crois inquiétant et significatif,
que quelqu'un comme Zemmour, 2 fois condamné pour incitation à la haine raciale, et vraisemblablement on va l'être une 3e fois, qu'il puisse encore continuer à exercer les responsabilités et la fonction qui est la sienne au sein de cette chaîne de télévision. Imaginons un instant que quelqu'un ou quelqu'une ait tenu des propos similaires à l'endroit des Juifs, la carrière de celle-là ou de celui-là se serait arrêtée au moment même où il aurait fini sa phrase. Il aurait été licencié, il aurait été poursuivi pénalement et il aurait été mis au banc de la collectivité. Dans le cas des discours racistes et islamophobes, on peut être récidiviste, condamné pénalement et poursuivre au fond très tranquillement sa carrière de journaliste. Mieux, être défendu par un certain nombre de philosophes et un organe causeur au nom de la liberté d'expression. Cela oubliant, ce petit détail qui évidemment n'en est pas un, c'est que les propos racistes, antisémites, islamophobes, homophobes, sexistes ne relèvent pas de la liberté d'expression, mais relèvent effectivement de propos qui incitent à la haine et sont, à ce titre, désormais pénalement sanctionnés. Involution politique donc très spectaculaire, à quoi s'ajoute le fait que toutes les catégories que j'ai citées sont des catégories qui ont, et continuent d'ailleurs, de susciter au sein des gauches gouvernementales, du moins ce qu'il en reste, et des gauches plus radicales, des débats, des polémiques extrêmement violentes. Islamophobie a été à l'origine de débats extrêmement violents au sein d'un certain nombre d'organisations des gauches, au sein aussi d'un certain nombre d'organisations du mouvement ouvrier et d'organisations syndicales, certains les récusant, le récusant, ce vocable. Quant à parler de racisme d'État ou de racisme institutionnel dans la police, un certain nombre de dirigeants prestigieux de la gauche récusent absolument cette expression. Jean-Luc Mélenchon, interrogé à la suite des mobilisations à l'initiative du comité Adama sur les violences policières et à la suite de l'assassinat aux États-Unis de George Floyd, on lui posait la question suivante: pensez-vous que l'institution policière et les institutions en France sont racistes? Et Jean-Luc Mélenchon de répondre: je pense que les institutions ont beaucoup de défauts, sauf celui-là. Et donc, il y a, là aussi, là encore, dans Racisme de France, une contribution significative rédigée, entre autres, par un très grand spécialiste de la police et de l'institution républicaine, qui est... son prénom là m'échappe présentement, qui est un chercheur du CNRS qui s'appelle Jobard, et qui a consacré une très grande partie de ses recherches et de sa carrière, justement, à l'étude des mécanismes institutionnels dans la police, et dans lequel il montre qu'on ne rentre pas dans la police parce qu'on est raciste, en tout cas pas tous, mais quand on est dans la police, on tend à devenir raciste, en raison de la pression exercée par le milieu, en raison des contrôles aux faciès réitérés, en raison des injonctions de la police, en raison de l'institution elle-même, et quand bien même on ne le devient pas, on devient l'agent dans tous les sens du terme d'une politique qui est effectivement une politique de contrôle aux faciès, qui est donc une politique discriminatoire et une politique qui repose sur un critère à l'évidence ethno-racial. Et là, les choses sont parfaitement objectivées, puisque Jobard, avec un autre chercheur, Lévy, ont mené une enquête auprès des forces de l'ordre à Paris, dans la région parisienne, et ont montré, après cette enquête, que si à Paris, dans la région parisienne, vous êtes de type maghrébin ou noir, la probabilité d'être arrêté par les forces de l'ordre est entre 6 à 8 fois plus élevée que si vous êtes de type européen. Cette enquête est publique depuis très longtemps. Ses résultats ont été publiés en 2009. Il n'y a eu strictement aucun démenti des différents ministres de l'Intérieur de l'époque, non seulement aucun, mais les différents ministres de l'Intérieur de l'époque, et donc le gouvernement auquel ils appartenaient, ont légitimé la poursuite des contrôles aux faciès. Ces questions font débat au sein des gauches et des débats qui sont parfois extrêmement vifs
De ce point de vue-là, la France, et je vais conclure là-dessus pour partie, la France témoignant d'un extraordinaire à la fois provincialisme politique, universitaire et académique. Parce que les catégories de racisme systémique sont utilisées dans le champ académique universitaire aux États-Unis, en Grande-Bretagne, au Canada depuis fort longtemps, sont utilisées par les pouvoirs publics aux États-Unis, au Canada et en Grande-Bretagne. Et je rappelle même, à ma connaissance, ce n'est pas particulièrement un islamo-gauchiste, celui-là. Ce n'est pas un idiot utile de l'islamisme. Je n'ai pas ouï dire qu'il appartienne à une organisation d'extrême gauche. Même l'ex-président des États-Unis, George Bush, en personne, à la suite de l'assassinat de George Floyd, a déclaré effectivement qu'aux États-Unis existait un racisme systémique. Provincialisme académique et politique, rendu à mes yeux d'autant plus visible que celui que je citais tout à l'heure, Jacques Toubon, dans le dernier rapport qu'il a rendu, publié, sous sa responsabilité, en tant que défenseur des droits. Rapport publié en juillet 2020, c'est donc extrêmement récent, a repris à son compte la catégorie de racisme systémique et estime effectivement qu'en France, aujourd'hui, les populations racisées se heurtent et sont en but effectivement à un racisme systémique qui affecte l'institution scolaire, en partie l'institution universitaire, qui affecte la possibilité de trouver un logement, la possibilité d'accéder à des rémunérations identiques ou similaires ou du moins égales à celles des Blancs. Et par ailleurs, il estime aussi, reprenant à son compte cette démarche, que pour mieux rendre compte de ces discriminations systémiques, il faut, dans certains cas, recourir à une démarche dite intersectionnelle. Laquelle démarche intersectionnelle est mise en œuvre aux États-Unis depuis au moins une quarantaine d'années. En France, nous avons peine à la faire valoir au sein des universités et elle est très régulièrement dénoncée dans le champ politique et dans le champ médiatique. Un exemple utilisé dans le rapport Toubon, qui de son point de vue justifie la nécessité de recourir à l'approche intersectionnelle. Nous savons que le différentiel de salaire entre les hommes et les femmes dans cette douce république qui, évidemment, respecte à l'évidence tous ces principes de liberté, d'égalité et de fraternité, ça va de soi, mais ça va mieux en le disant. Nous savons donc que le différentiel des rémunérations entre les hommes et les femmes blancs est d'environ 20-25%, à niveau de diplôme et d'expérience égal. Le rapport Toubon rapporte le témoignage d'une femme noire, qui cumule deux éléments susceptibles de déboucher sur une dédiscrimination. L'appartenance au genre et le fait d'être noire. Et effectivement, cette femme s'est vue offrir un poste de responsabilité rémunéré 40% de moins que celui ou celle qui l'occupait antérieurement. Et par ailleurs, au-delà de cet exemple, le rapport Toubon, comme un certain nombre d'études, montre qu'effectivement, lorsque un homme ou une femme cumule un certain nombre de caractéristiques réelles ou imputées, femme, noire, portant le voile, par exemple, là, le risque, ce n'est pas d'être rémunéré 40% en moins. Vraisemblablement, le risque, c'est de ne même pas accéder à l'emploi, et en tout cas certainement pas à un emploi relativement stable. Et donc effectivement, pour prendre la plus juste mesure de l'ampleur, des conséquences sur les trajectoires personnelles, professionnelles, en matière de rémunération des populations racisées en France, il est, et le rapport Toubon le montre, d'autres le montrent, notamment dans une contribution à Racisme de France, évidemment absolument indispensable de recourir à ce type de démarche pour mieux comprendre effectivement le poids, l'ampleur, la diversité et les conséquences des discriminations systémiques qui affectent plus spécifiquement donc les populations racisées des quartiers populaires. Je vous remercie.